Nous intéressons donc clairement à ce fait d'actualité lié à cette volonté donc de l'État de Bamako de faire toute la lumière autour de ces nombreux cas de violation de l'espace aérien donc du Mali par les aéronefs français. C'est donc une grosse panique, va-t-on le dire donc à l'Élysée, le rôle trouble donc de la France au Sahel et principalement au cœur donc du Mali qui est sur le point, on va le dire, d'être clairement dévoilé. Les autorités de Bamako ont donc saisi le 16 août le Conseil de sécurité des Nations Unies afin de demander une réunion urgente du dit Conseil afin de faire toute la lumière sur la lumière donc sur le différend qui oppose le Mali à la France, il faut le dire. Donc en effet donc dans la plainte de Bamako dans sa plainte donc Bamako dénonce une nouvelle fois les violations répétées de l'espace aérien du Mali par la France. Le gouvernement du président de la transition Assimi Goïta avait déjà signalé, on le sait, des incursions similaires en janvier et en avril dernier, tandis que Paris avait nié ces allégations. Abdoulaye Diop affirme d'ailleurs dans son courrier disposer cette fois-là de preuves et être prêt donc à les présenter au Conseil de sécurité. Dans sa même lettre, le diplomate malien affirme aussi détenir les éléments qui impliqueraient donc que la France avait collecté des renseignements sur le Mali afin de les fournir donc au groupe terroriste. Pareil également, selon le même en tout cas le même Abdoulaye Diop a livré des armes et des munitions à ces derniers. Là encore, Bamako assure pouvoir transmettre des éléments crédibles aux membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. La prochaine bataille, faut-on le dire, diplomatique qui oppose la France et le Mali se jouera clairement du côté de New York, en attendant clairement d'en savoir sur cette requête introduite donc par le gouvernement de Bamako. Et nous on en parle avec nos invités qui nous retrouvent via le grand zoom dans le cadre de cette édition d'appel sur le continent, le Issa Kofi. Vous êtes analyste politique. Merci infiniment, très cher monsieur, de nous retrouver au cœur de cette édition d'appel sur le continent. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Merci pour l'opportunité que vous m'accordez d'être sur cette chaîne aujourd'hui, Afrique Média, pour parler de l'Afrique et aussi de mon pays, la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest en général, qui est une zone qui me merci tient beaucoup à d'avoir cœur. d'avoir le retour avec nous en plateau. Joël Chenche, merci d'être en parfaite communication avec nous. Alors Nestor Podation, vous retrouvez également depuis le Burkina Faso. Nestor, bienvenue, bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir aux techniciens, bonsoir au PDG, bonsoir à toute l'Afrique, bonsoir à tous les Africains, bonsoir à mon co-panéliste, bonsoir à tous les panafricains et tous les combattants de la liberté. Merci. On sera rejoint dans un court instant vraisemblablement par Issa Diawara. Je commence par vous, Issa Kofi. Comment est-ce qu'on apprécie l'actualité donc liée à cette volonté du gouvernement de Bamako de faire désormais toute la lumière autour, on va dire, de ce qui apparaît désormais comme étant une véritable activité d'espionnage de la part des autorités de la France sur le territoire malien? Oui, merci beaucoup, monsieur. Merci pour l'opportunité. En effet, dans le communiqué que le gouvernement malien a transmis à ses représentations diplomatiques dans tous les pays, membres du Conseil de sécurité, mais aussi membres de l'Assemblée générale de l'ONU, on peut voir que le Mali demande aux diplomates dans les 24 heures, c'est-à-dire juste à demain, de lui transmettre. Le gouvernement demande qu'on lui transmette toutes les demandes de clarification, ce qui signifie que le gouvernement malien a déjà les preuves que la France est intervenue de façon illégale sur son territoire pour collecter des renseignements et aussi livrer ces renseignements-là aux groupes armés terroristes. Lorsqu'on parle de renseignements, on peut parler par exemple de la position des forces armées, par exemple des camps militaires et tout cela. On l'a vu récemment avec l'attaque du camp de Kati où réside le président Assimi Goïta, président de la transition. On a vu que les terroristes savaient par exemple où aller, quelle partie du camp attaquer, et aussi on l'a vu dans d'autres attaques dans le nord du pays. Donc si le gouvernement malien fait cette affirmation, demande au Conseil de sécurité de se réunir, c'est parce qu'ils ont des faits tangibles. C'est cela le premier élément. Et le communiqué poursuit en disant que le Mali se réserve le droit de riposter, c'est-à-dire de se défendre.
si est-ce que ces attaques répétées, ces attaques de la France, ça se répétait. Donc, on peut comprendre que le Mali a déjà des preuves, mais est prête à, s'il faut l'affrontement avec je peux dire la France. Et c'est là l'aspect important que j'aimerais quand même m'apaisantir un peu là-dessus. Le Mali veut riposter. Le Mali sait qu'en allant en guerre contre la France, peut-être elle seule ne peut pas gagner cette guerre. Alors, sur qui compte le Mali? On peut dire que le Mali a des soutiens internationaux tels que la Russie, peut-être même la Chine, et le Mali est prêt à se défendre si les attaques de la France continuaient. La France, bien sûr, demandera l'aide de l'OTAN. Donc, on s'achemine peut-être vers un conflit ouvert entre l'OTAN et, bien sûr, le bloc soviétique. Bon, ce qui serait déplorable. On a aussi le cas des 49 soldats que vous savez qui sont à Bamako. Peut-être que vous en parlerez. Donc, tout cela, c'est dans la même veine. C'est-à-dire, je pense de mon côté que la France cherche un moyen d'entrer en conflit avec le Mali. Donc, le Mali, cette fois-ci, répond pour dire, si nous sommes attaqués, nous allons nous défendre. Nous n'allons pas accepter que la France continue son ingérence sur notre territoire. Donc, c'est très important. Nous allons vers quelque chose d'assez grave. C'est une escalade, peut-être verbale, qui peut se transformer en une escalade de la violence sur le terrain, sur le théâtre des opérations au Mali. Monsieur Kofi, pour ce premier jet d'analyse, on appréciera, j'y arrive clairement, eh bien, ce fait d'actualité afin de nous permettre d'avoir clairement une idée assez précise autour de ce qui se dessine donc dans cette bataille géopolitique entre deux blocs qui s'affrontent plus ou moins autour de cette guerre froide. Le temps pour nous d'apprécier à votre niveau, Nestor Podassi, la lecture que vous faites autour de ce fait d'actualité, le Mali qui dit donc désormais détenir assez de preuves contre la France qui selon les autorités de Bamako arme clairement les terroristes du côté de Bamako. Et vous, en tant qu'activiste panafricaniste, vous le dénoncez d'ailleurs depuis plusieurs années sur nos antennes et sur plusieurs autres plateformes numériques. Alors, quelle lecture vous en faites clairement autour de ce sujet? D'abord, merci pour la parole. Et ce que moi je peux dire, les autorités maliennes viennent confirmer ce que nous on avait l'habitude de dire ici sur ce plateau. Ils viennent confirmer ce que nous avons l'habitude de dire sur nos canaux d'information, c'est-à-dire Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, ainsi que Twitter. Nous avons toujours dit que l'armée française est en Afrique pour armer les terroristes, pour les former, pour les fournir des logistiques, pour leur donner des munitions, pour tuer les populations civiles. Raison qui nous a poussé l'année passée au Burkina Faso à bloquer le convoi de l'armée française à partir de Bobo, Ouaga et Kaya, ainsi qu'à Terra au Niger, où l'armée terroriste française a blessé 5 de nos camarades à Kaya, et aussi tué 3 de nos camarades à Terra au Niger et blessé plus d'une vingtaine au Niger là-bas. Alors donc c'est pour dire qu'au Mali aujourd'hui, depuis que le terrorisme a commencé, nous avons des milliers de morts. Au Burkina Faso, même chose. Donc tous les milliers de morts dans le Sahel, on met ça au compte de l'armée française. Parce que, et dans la thèse du complot, si l'exécution c'est les terroristes et que la France laisse de la justice, c'est normal et c'est de bonne guerre pour la République malienne de porter plainte contre la France devant l'ONU. Et donc, que ce soit Sarkozy qui a tué Kadhafi, que ce soit Hollande ou Macron, les autres. Moi, mon premier analyse, ce que je peux dire par rapport à ce que la France est en train de faire au Mali. Donc, dire que c'est des accusations avec preuve. Donc, la France a pris la main dans le sac. Et la France n'a plus raison d'être au Mali. Il a quitté le Mali. C'est de bonne guerre pour les autorités maliennes de les convoquer à l'ONU. Donc, la France est une chute libre. Et les autorités maliennes lui font confirmer ce que nous, on avait dit depuis longtemps. Et qu'il y a certains Africains qui avaient encore des doutes. Donc, c'est l'occasion pour moi de dire à tous les Africains, toute l'opinion internationale qui avait encore des doutes sur nos propos, sur nos véracités, qu'un État souverain, le Mali, vient de porter plainte contre la France
avec les preuves à l'appui. Parce qu'il y a certains intellectuels, moi je n'appelle pas ça intellectuel, j'appelle ça intellectuel. C'est-à-dire, ils tuent les Africains qui ont étudié en Europe. Quand tu parles un peu que non, la France fait ça, il faut apporter preuve. Quand tu dis la France fait ça, il dit qu'il faut apporter preuve. Bon, voilà preuve là maintenant. Vous allez rejoindre les panafricanistes ou bien vous n'allez pas nous rejoindre. La question est adressée à ces intellectuels-là et à ces aliénés-là de décoloniser leur mentalité, car la France est un pays vampire, la France est un État voyou, la France est un État terroriste et qu'il ait pris la main dans le sac. Donc, il doit comparaître devant la CPI et les plus hautes autorités de la France doivent comparaître devant la CPI en commençant par Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Merci. Isaac Kofi, je me tourne vers vous parce que tout à l'heure, vous avez émis certaines réserves, en tout cas, pour ce qui est de la démarche qu'il faudra clairement mettre sur pied par les autorités de Bamako qui, si jamais en tout cas l'espace aérien malien venait à être violé par les aéronefs français, l'ont d'ailleurs dit dans le communiqué, vont devoir agir avec la force qui va avec. Mais tout à l'heure, on a semblé vous comprendre, dire que la France voudrait un affront, cette fois-là, réel contre le Mali. Est-ce le cas? Bon, de mon côté, je pense que oui, les éléments que nous avons et puis aussi le déroulé disons, des événements sur le théâtre des opérations démontrent que la France réellement n'a pas abandonné cette guerre au Mali. Elle s'est juste repliée de l'autre côté de la frontière, au Niger. Il y a aussi un déploiement intensif de forces du côté de la Côte d'Ivoire. Il y a une troisième base militaire française, la plus grande base française en Afrique. Je dis pas en Afrique de l'Ouest, mais je dis dans toute l'Afrique, peut-être même dans le monde. Après la France, c'est la plus grande base. Même la base de Djibouti, elle est toute petite comparée à celle que nous avons à Jacquesville. On a une autre base à Port-Bouet, on a une base à Lomo Nord, Lomo Sud. Donc, tout ce redéploiement des effectifs, normalement, je prends un exemple comme ça, lorsque les États-Unis, l'année passée, ont décidé de quitter l'Afghanistan parce qu'ils voyaient que le pays était corrompu, on ne pouvait rien faire après y avoir injecté des milliers de milliards de dollars, des centaines, de milliards de dollars, ils n'arrivaient réellement pas à stabiliser le pays. Leur objectif, c'était M. Ben Laden, il avait bien sûr neutralisé, donc ils pouvaient partir, ils ont juste laissé le gouvernement afghan tomber et les talibans ont pris le pouvoir là-bas. Mais aucun soldat américain ne s'est redéployé, par exemple, au Pakistan ou encore dans un pays de la sous-région. Ils sont juste rentrés aux États-Unis. Mais là, la France dit qu'elle est allée au Mali pour lutter contre le terrorisme en 2013. Maintenant, le gouvernement malien dit nous avons les capacités de nous défendre nous-mêmes. Nous allons prendre en main la sécurité de notre pays. Dès cet instant, je pense que l'idéal aurait été pour la France de quitter le territoire malien définitivement, c'est-à-dire redéployer ses troupes en France et peut-être vers d'autres théâtres des opérations, tels qu'en Ukraine, qui est tout à fait près de la France, qui menace plus la sécurité française que ce qui se passe au Mali. Mais non, ils se sont plutôt redéployés autour du pays. Le Mali, à l'heure où nous parlons, est comme cerné et il est entouré par des forces françaises. Même au Burkina Faso, le frère l'a dit tout à l'heure, il y a des forces françaises au Burkina Faso. Ils sont peut-être pas nombreux, on parle de 400 personnes. Ce sont des forces spéciales qui peuvent agir en tout lieu, en tout moment, parce qu'ils ont bien sûr une mobilité plus active que des forces régulières, que par exemple, pour articuler, il faut la logistique, il faut tout ce qui va avec. Donc la France qui se met sur ses côtés et qui envoie des aéronefs sur le Mali pour collecter des renseignements. Bon, selon le gouvernement malien, ces renseignements sont transmis aux groupes terroristes qui, pour le moment, sont ceux qui attaquent. Bon, si le gouvernement malien dit cela, pour ma part, c'est qu'ils ont des
on appréciera lorsque les preuves seront mises sur la table. Mais nous savons déjà qu'il y a des possibilités parce que le gouvernement français dit avoir filmé des soldats blancs qui enterraient des cadavres, par exemple, dans la zone de Gouti, parlant des effets. Donc, pensons que tout cela est fait pour préparer un conflit armé, peut-être. Peut-être que c'est les djihadistes qui vont commencer et les autres vont terminer. On a à côté de la Côte d'Ivoire aussi la tension qui est palpable. Donc, la France est déjà à un accord militaire avec la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire rentrait en guerre avec le Mali, c'est la France, en fait, qui va faire cette guerre. Si de l'autre côté, un aéronef français est abattu, bon, vous allez peut-être au cours de cette émission, essayer peut-être avec d'autres analyses de voir qu'adviendrait-il si le Mali, par exemple, décidait d'abattre un aéronef français. C'est quelque chose qui ne s'est jamais passé. Il y a des précédents. Par exemple, on a la Turquie qui avait abattu deux avions russes qui avaient pénétré sur son espace aérien, deux avions qui intervenaient en Syrie et qui sont rentrés dans son espace aérien. Bon, comment réagirait la France si la même chose se passe au Mali? Si le Mali, qui a aujourd'hui des moyens de défense anti-aériens, décide des moyens de défense anti-aérienne, décide de protéger son territoire et d'abattre ces avions espions qui vont, par exemple, collecter du renseignement sur son sol. Je pense que c'est le déclenchement d'une guerre. Donc, pour ma part, tout ce qui se passe, c'est de la provocation qui peut nous amener à un conflit entre les deux blocs, parce que si le Mali dit vouloir riposter, c'est parce qu'ils ont, par exemple, quelque chose sur lequel ils comptent. Et ce quelque chose, on sait tous, c'est la Russie. La Russie qui a encore réaffirmé son soutien ferme au Mali. Donc, il faut s'attendre à ce que, bon, si la situation continue dans ce sens, on arrive à une escalade de violence qui, ma foi, nul ne sait où est-ce qu'elle va s'arrêter. Merci à vous, monsieur Isaac Kofi. On a été rejoint par le général Issa Diawara. Je vous retrouve, général Issa Diawara. Comment doit-on apprécier cette démarche du gouvernement de Bamako? Est-ce là une volonté de faire davantage pression, ou alors il est clair que votre gouvernement a déjà les preuves accablantes contre contre la France sur le sol malien au regard donc de ces nombreux cas de violation de l'espace aérien? D'ailleurs, le communiqué s'est voulu très précis avec les dates, les localités, mais surtout les précisions même sur les aéronefs, ce qui nous permet de comprendre que c'est un travail minutieux qui a été fait afin de répertorier tous ces cas, tous ces nombreux cas de violation de l'espace aérien malien. Bonsoir, général Issa Diawara, bienvenue. Bonsoir à vous, M. Fabrice Ndoum. Bonsoir à toute l'équipe d'Afrique Média. Bonsoir à mes co-panélistes qui m'ont dévancé déjà et que je salue même les brillantes interventions. Bonsoir à tous ceux qui suivent Afrique Média à l'instant. Monsieur Fabrice Ndoum, en tout cas, cette décision du gouvernement du Mali vient confirmer ce que nous avons tout le temps dit sur Afrique Média. Vient confirmer ce que les panafricains ont tout le temps dit sur les réseaux sociaux et sur d'autres plateformes. Vient confirmer tout ce que des Africains, des nationalistes africains savent déjà. Vient confirmer en réalité ce que le monde libre savait. On avait juste besoin des éléments matériels pour confirmer. Mais je veux, Fabrice, moi, un Malien lambda, un citoyen lambda, je sais déjà, par exemple, que la tête de ce site, il y a, sans être militaire, je sais qu'on a attaqué le Mali sur 2 fronts. À travers ce que nous appelons, et vous avez de l'autre côté des terroristes qui sont fondés au sein des populations. Donc, nous avons été attaqués sur 2 fronts. Nous savons qu'il y avait un drone. Donc, ce que le Mali dit, en réalité, c'est juste une confirmation de ce que nous avons tout en dit. Deuxièmement, ce qu'il faudrait voir, est-ce que l'acte des autorités du Mali est un acte sanitaire ou pas? Est-ce qu'il fallait passer ça sous silence? Donc, l'acte en soi est vraiment sanitaire. C'est un acte sanitaire, c'est une plainte qui est constituée des éléments tangibles, des preuves, il y a des documents en appui, et nous avons des images et des vidéos qui accompagnent cela. Ensuite,
Donc la France, la réponse des Barkhane, ça ne correspond pas. Il faudrait dire non, on n'est pas d'accord. Sinon, le Mali a des preuves. Nous avons des images, des vidéos en appui. Et je crois que cela a été demandé ici même par des frères panafricains. Et ensuite, ce qu'il faudrait voir, la France, dans cette histoire, est défendue par l'Union européenne, l'Allemagne en tête. Mais nous attendons toujours les réactions de la CEDEAO, les réactions de l'Union africaine, qui sont nos frères de l'Afrique. Et la CEDEAO, on dit c'est une communauté. Si nous sommes une communauté, c'est le moment de prouver. Le Mali a fait un rapport documenté pour servir l'ONU, preuve à l'appui que la France est en train de nous agresser. La France est en train de nous espionner pour le compte des terroristes. La France est en train d'armer les terroristes. Maintenant, qu'est-ce que la CEDEAO comme communauté propose? Où la CEDEAO va se maintenir dans son silence comme un enfant qui ne veut pas voir la mauvaise image, en tout cas, d'un de ses parents. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Et quelle est la contribution de l'Union africaine, de la CEDEAO? C'est de cela qu'il est question. Sinon, quand vous voyez, nous savons, je le répète, que si tout citoyen lambda au Mali ici, c'est que la France est derrière les attaques des terroristes. Et nous avons tout dit que les moyens mis en place, l'adaptation des équipements des terroristes au niveau du Mali, c'est-à-dire quand nous on avait des Kalachnikovs, comme les terroristes en avaient. Quand nous avons monté, quand nous sommes passés vers les canons, les terroristes aussi commencent à avoir des roquettes et autres. Et quand nous avons eu des avions de combat, nous voyons des terroristes être dotés de drones. Qui dote ces terroristes-là de tous ces équipements? Donc évidemment, c'est la France qui s'est repliée vers le Niger pour ensuite maintenant faire des incursions sur les territoires maliens. C'est là qu'il est question au niveau du Mali. Donc, cette accusation vient confirmer ce que tout le monde savait déjà. Maintenant, il est question de voir comment contrer la France dans ce qui se passe. Et il faut déplorer, il faut regretter une fois de plus que certains de nos frères, vraiment, pardonnez-moi, quelque chose qui est vraiment à déplorer, quelque chose qui est réellement à regretter. Donc, nous attendons toujours la CEDEAO, nous attendons l'Union africaine, un pays membre de la CEDEAO de l'Union africaine, dit être agressé par un pays de l'Union européenne. Qu'est-ce que les Africains vont faire? Merci. Je reste avec vous, Général Issa Diawara, pour tenter d'apprécier avec vous cette réflexion qui a été mise tout à l'heure par le camarade Isaac Kofi, qui croit clairement que dans la démarche aujourd'hui de la France, elle voudrait pousser peut-être le bouchon un peu plus loin pour, dit-on, amener le Mali à commettre ce que je qualifierais d'irréparable, c'est-à-dire en décidant d'abattre un aéronef peut-être français qui récidivait en violant l'espace aérien, parce que dans sa démarche communicationnelle, le ministre Abdoulaye Diop s'est voulu très ferme. Si jamais ces actes de violation de l'espace aérien malien sont répétés, eh bien le Mali devra clairement monter d'un cran en s'attaquant directement à ces avions qui collectent clairement de l'information au profit des terroristes, si on s'en tient au communiqué officiel de votre pays. Est-ce qu'il ne faudrait pas, dans ce cas, au mieux encadrer la démarche de votre pays? Ok, merci. Je vais aller très vite. Abattre un aéronef de la France n'est pas un acte irréparable. Ça, jamais. Quand nous abattons un aéronef de la France au Mali, ce n'est pas un acte irréparable. Que les choses soient très claires. Il s'agit du territoire malien. Maintenant, si la France persiste, bien sûr que le Mali va abattre l'aéronef. C'est une étape vers ça. C'est une étape vers bientôt les drones et les avions de la France seront abattus. Ça, je n'ai même pas disserté là-dessus pendant longtemps. C'est un acte de souveraineté du Mali. Donc, le Mali ne va pas hésiter une seconde à abattre en tout cas tout engin qui va violer la souveraineté du Mali. Que l'engin soit de la France ou des... Oui, ça n'engage que le Mali ne va pas hésiter à abattre un aéronef qui va violer notre espace.
Merci à vous, Général Issa Diawara, Nestor Podassi. Je vous retrouve donc en l'état actuel où on se trouve. C'est vrai que tout à l'heure, on a suivi Isaac Kofi qui est revenu autour de cette communication, en tout cas je vais retrouver son nom tout à l'heure, de l'un des généraux en charge effectivement de Barkhane, qui se trouve donc actuellement du côté du Niger, qui s'est dit en tout cas, il déclare, je le cite, le général Bruno Barat, chef de l'opération Barkhane, qui tentait donc de répondre au ministre Abdoulaye Diop, je le cite, nous avons toujours dit ce que nous faisons, nous avons été toujours transparents vis-à-vis des autorités du Mali. Ces accusations de soutien au terrorisme sont insultantes pour la mémoire de 59 de nos camarades soldats français, il faut le dire, des soldats français donc morts, dit-il, qui sont tombés donc en luttant contre le terrorisme. Il est donc, il se veut assez, je dirais pas clair, mais c'est là la réaction en tout cas du général Bruno Barat qui tentait lui de sauver peut-être encore la crédibilité de l'opération Barkhane au Sahel. Moi je dirais que non. Moi, je dirais que c'est pas comme ça il devrait dire. Je vais reformuler ce qu'il devrait dire pour lui montrer comment il devrait dire. Et c'est ça qui devrait être la bonne manière. Il devrait dire 59 soldats français sacrifiés par l'État français contre les ressources du sous-sol malien. Voici la bonne formule. Je reprends. 59 soldats français sacrifiés par l'État français contre les ressources du sous-sol malien. Voilà, ils ont tué les soldats en exploitant le sous-sol malien. Donc, ça c'est clair, ils ont sacrifié ces 59 soldats-là pour pouvoir piller le sous-sol malien. C'est en pillant qu'il y a eu incident de travail sur le terrain et ces 59 soldats sont morts. Voilà, mais la richesse malienne qu'ils ont pillée, la richesse du Sahel qu'ils ont pillée et les soldats maliens qu'ils ont tués par les terroristes, les civils maliens, burkinabés, nigériens, et sahéliens qu'ils ont tués par les militaires français qui sont les parrains des terroristes, qui ont armé les terroristes. Si on va parler de ça, 59 personnes contre des milliers de morts, qui doit pleurer plus? Ils ont fait plus du mal aux Africains que les 59. Donc ces 59 chiens-là, nous, ça nous égale. Le peuple français n'a qu'à demander compte à l'État français, l'État vampire français. Ces soldats français-là sont morts pourquoi? Maintenant, le peuple français, vous avez la vérité. Les 59 soldats français sont sacrifiés par votre État vampire pour leurs intérêts égoïstes. Ils ne sont pas venus morts pour les Africains. Ils sont morts pour la France et non pour l'Afrique, et non pour le Mali. Il faut que ça soit clair. Donc, ce que lui dit là, ça ne tient pas. J'appelle la société civile française, j'appelle les gilets jaunes à se lever contre ce gouvernement vampire-là. Parce que c'est pas, ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas juste. Et je sais que la population française n'est pas d'accord avec ça. Parce que Thomas Sankara disait, les mêmes prédateurs qui pillent l'Europe, c'est les mêmes là qui pillent l'Afrique. Donc nous n'avons pas guerre entre les deux peuples, mais c'est le système d'exploitation qui est en Europe. Ils imposent le même système ici en Afrique avec les valets locaux pour élargir les systèmes de domination impérialiste en Afrique ici. Donc ça ne marche pas. Nous sommes en train de combattre le système impérialiste. Donc le peuple français doit se lever aussi pour qu'ensemble nous puissions renverser les mêmes prédateurs communs que nous avons. Voici un peu comment moi je peux répondre à cet énervement-là qui vient de dire que ouais, eux ils sont morts au Mali, 59 personnes sont mortes au Mali pour protéger les Mali. C'est faux. Ils sont morts au Mali pour piller le sous-sol malien, pour piller la richesse malienne et tuer encore des Maliens. Donc il faut que ce soit clair. La France n'a pas de leçon de morale à nous donner. La France est un État vampire, est un État voyou, est un État terroriste que nous avons décidé de chasser comme un malpropre en Afrique. Elle doit quitter l'Afrique comme elle a quitté le Vietnam. C'est clair, c'est net. Il n'y a plus rien à faire. L'Algérie a montré l'exemple comment il faut chasser la France. Le Mali vient de montrer l'exemple. Donc j'appelle tout le peuple burkinabé nigérien à rejoindre le combat, à mettre la France dehors. Et ce n'est pas le moment d'hésiter. Il faut aller au charbon, il faut la déloger. C'est le moment de déloger la France
totalement même. Le système français doit être délogé totalement de l'Afrique. Nous ne voulons plus d'eux. La France est déclarée non grata partout en Afrique. Ça en est assez. Trop, c'est trop. Pliez vos bagages, vos clics et vos claques et rentrez chez vous. On n'a plus besoin de vous. Merci beaucoup. Merci à vous, Nestor Kodassé. Isaac Kofi, je reviens à vous parce que la trame de fond autour de cette affaire est aujourd'hui la crédibilité même de ce Conseil de sécurité des Nations Unies qui devra cette fois-là véritablement faire preuve d'impartialité, mais surtout peut-être de justice au sens propre et au sens premier du terme pour permettre aux uns aux autres d'avoir toute la lumière autour de ce différend qui oppose encore la France au Mali. Quand on a suivi les précédents événements, sinon les précédentes réunions qui ont eu lieu au sein de ce Conseil de sécurité des Nations Unies, le dernier en date d'ailleurs était celui qui avait statué sur le renouvellement ou non du mandat de la MINUSMA. Et pour beaucoup d'Africains, je crois d'ailleurs vous avez vu la filouterie avec laquelle le mandat de la MINUSMA a d'ailleurs été renouvelé sans que cela ne puisse se faire de concert avec l'État central de Bamako. Dans le cas donc cette fois-là d'une affaire assez scandaleuse, puisque là on a des preuves, on va faire foi avec les autorités de Bamako que toutes les actions, en tout cas toutes ces dérives telles que dénoncées dans le communiqué du ministre malien des Affaires étrangères, toutes ces dérives ont été clairement photographiées, ont été légendées afin de montrer aujourd'hui à la face du monde le rôle trouble de la France au cœur du Sahel de manière générale, mais d'une manière précise du côté de Bamako. Est-ce qu'on peut croire à la bonne foi du Conseil de sécurité des Nations Unies afin de rétablir la vérité, Isaac Kofi? Ok, c'est bon. J'avais juste coupé le micro. La bonne foi, le Conseil de sécurité est présidé par la Chine. Et vous savez, au plan géopolitique, ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis. Donc, on a au moins 2 membres permanents du Conseil, c'est-à-dire la Russie et la Chine, qui vont faire une pression pour que, bien sûr, il y ait une résolution qui condamne la France. Si, est-ce que le Mali présente ses preuves qui seront discutées dans une session ouverte sûrement. Donc, on pourra voir ça en direct sur la chaîne de l'ONU. Maintenant, quant à avoir une résolution à l'unanimité, je pense que cela est impossible. Ce qui se passe au Mali, bien sûr, nous, Africains, nous voulons l'indépendance, mais c'est une guerre entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, c'est-à-dire entre l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis et ses alliés européens, contre la Russie et ses alliés orientaux, c'est-à-dire la Chine surtout, bon, l'Inde un peu plus au milieu. Donc, est-ce qu'il y aura une résolution qui condamne la France? Je ne pense pas. On attend quand même les preuves, mais la France trouvera toujours le moyen. Ils savent ce qu'ils ont fait et je peux peut-être même dire qu'ils savent qu'est-ce que les Maliens ont comme preuve aujourd'hui. Donc, vous avez vu la réaction du porte-parole de Barkhane. Pour le moment, le Quai d'Orsay ni l'Élysée n'a encore réagi, c'est-à-dire que ils sont en train de préparer une réponse qu'ils vont donner au Conseil de sécurité. Par exemple, non, nous étions en train de faire des patrouilles de reconnaissance parce qu'on avait encore des soldats qui étaient à Gao. Les derniers sont partis cette semaine même. Donc, ils auront des réponses comme ça, de vérité, mais de mensonges aussi. Donc, est-ce que le Conseil va à l'unanimité, par exemple, condamner la France? Je ne le crois pas, parce qu'il y aura un blocage au niveau de la France, des membres du Conseil, les membres permanents du Conseil et des États-Unis. Donc, la Russie et la Chine peuvent aussi voir qu'il y a là un moyen de faire la pression sur la France, parce qu'on a, n'oublions pas le côté européen, la crise de l'Ukraine. Donc, ça va être, je peux dire, des accusations de part et d'autre, comme ce qui se passe aussi à Taïwan. Mais pour le Mali, en tout cas dans tout ça, c'est le Mali qui gagne, parce que au moment opportun, le frère disait, si on abat un avion, c'est pas un problème, mais je pense que ça sera une première depuis que la France est en Afrique, depuis pour la Côte d'Ivoire 1895, pour d'autres pays 1900 peut-être, c'est la première fois en effet qu'un État d'Afrique noire va entrer directement en conflit avec l'État français. Donc c'est très symbolique, cela signifie que peut-être les Africains se réveillent pour réellement aller
réclamer leur vraie indépendance. Il y a eu 3 types d'indépendance en Afrique. Il y a eu l'indépendance des États francophones, des États lusophones, c'est-à-dire les colonies portugaises, et les États anglophones. Les États anglophones, l'indépendance a été, on peut dire, négociée parce que, de toute façon, la gestion était confiée à des personnes sur place là-bas. Donc, ça a été très facile de leur accorder l'indépendance. Il n'y a pas eu de pays qui ont fait la guerre pour obtenir l'indépendance, à l'exception de la Rhodésie et puis peut-être la Namibie, qui étaient réellement des territoires que les Anglais voulaient conserver comme des territoires d'outre-mer dans le cadre du Commonwealth. Donc, au niveau des pays lusophones, tous les pays ont eu l'indépendance en allant en guerre, parce qu'il y avait une dictature au Portugal qui ne voulait pas accorder cette indépendance. L'Angola, on l'a vu, il y a même encore les séquelles de cette guerre. La France, ça n'a pas été réellement une indépendance. Nous sommes aujourd'hui dans une communauté franco-africaine. Donc, c'est l'Algérie seule qui a été colonie française en Afrique qui a acquis son indépendance. Et tous les autres pays, ils sont encore sous le giron de la France. Donc, peut-être que l'initiative malienne va relancer cette lutte pour les indépendances, en tout cas une vraie indépendance, une indépendance politique, économique, monétaire, et même, pourquoi pas, diplomatique, parce qu'on a vu que tous les États africains votaient toujours derrière la France au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, on va voir s'il y a, par exemple, une discussion au Conseil de sécurité, les pays africains qui sont membres de ce Conseil, qu'est-ce qu'ils vont décider, pour qui vont-ils voter, parce qu'à la fin, on vote toujours, on vote une résolution. Vont-ils se ranger du côté du Mali ou du côté de la France? Donc, la question est posée. Mais à mon sens, le Mali fait bien d'entamer cette procédure parce qu'au moment opportun, on dira, on avait prévenu. Après, il y a l'autre aspect, c'est que les actions du Mali sont en train de revigorer les jeunes africains, les jeunesses africaines, comme je vois ici sur le plateau. En tout cas, ils ont compris qu'ils doivent se battre pour cette indépendance parce qu'il n'y a pas eu d'indépendance réelle et ils sont réellement engagés. On attend des actions du côté du Niger parce que la force Barkhane n'a pas quitté l'Afrique, elle s'est juste redéployée au Niger. En Côte d'Ivoire, c'est un peu plus difficile, mais je pense que le prochain maillon faible qui peut se casser et puis que la France perdra plus de territoire, c'est au Niger. Parce qu'au Burkina, la situation est encore trouble parce que M. Damiba, on ne sait pas réellement dans quel camp il se trouve. Donc, je pense que c'est le Niger qui va reprendre le flambeau du Mali et petit à petit, les États africains obtiendront la vraie indépendance. Donc, c'est ce que je peux dire sur cette question. Pour tenter d'apprécier davantage cette démarche prise par les autorités de Bamako. On le sait tous, c'est de manière triviale, on a envie de le dire, et c'est un secret de Polichinelle qui, on voit très mal aujourd'hui le Conseil de sécurité des Nations Unies dire le droit en faveur du Mali, puisque nous connaissons tout ce jeu d'alliance qui se fait, il se défait selon les intérêts. Est-ce que cette plainte-là aujourd'hui qui est déposée par votre pays du côté du Conseil de sécurité des Nations Unies donnerait davantage une véritable marge de manœuvre aux partenaires maliens de mieux se positionner aujourd'hui afin de mettre à mal, d'exposer d'une part on va dire les actions néfastes de la France aujourd'hui au Sahel, mais aussi de mettre à mal la France qui est elle aussi purement amoindrie avec depuis l'opération militaire spéciale de la Russie du côté de l'Ukraine. Monsieur Fabrice, le droit ne sera jamais dit tant que l'ONU est dans le format actuel en faveur d'un allié de la Russie. Ça n'existe pas. Mais ce qui est sûr, pourquoi le Mali a entamé cette démarche, n'oubliez pas, dans notre guerre avec la France, il est aussi question de communiquer, montrer aux yeux du monde où se trouve, de quel côté se trouve la vérité. Donc il fallait montrer d'abord que c'est la France qui est en train de nous agresser. Ça c'est très clair, en termes de communication, c'est vraiment très important. Et cela vise quoi principalement? Cela vise à légitimer, à donner un sens plein et entier à l'action future que le Mali pourra poser contre, en tout cas, l'armée française. C'est de cela qu'il est question. Nous avons eu à le dire ici, quand vous voyez les armes actuelles du Mali, des avions de chasse et autres, généralement, ce ne sont pas des équipements destinés à neutraliser les terroristes. Les terroristes sont dans une guerre asymétrique et il y a des outils qui sont appropriés à cela. Certes, les avions de chasse peuvent être nécessaires, mais avoir des radars, les terroristes n'ont pas de moyens aériens
en tout cas, les radars. Donc, ce qui veut dire que les radars là sont utilisés, en tout cas, ont été achetés dans un cadre bien précis. Aujourd'hui, les radars et autres vont aider le Mali à empêcher ces incursions nombreuses de la France. Et d'ailleurs, c'est grâce à ces radars achetés à la Russie que nous parvenons à dénombrer les violations de l'espace aérien du Mali par la France. C'est de cela qu'il est question. Grâce à ces radars, nous avons soumis la France, l'aménagement sous un contrôle strict. Donc ça, c'est très important. Maintenant, nous n'attendons pas grand-chose du côté de l'ONU. Nous savons que la France même dispose d'un droit de veto de ce côté. Mais est-ce que nous allons nous limiter au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU? Je ne crois pas. Ne soyez pas surpris de voir le Mali saisir l'Assemblée générale de l'ONU. Donc, au niveau de l'Assemblée générale où toutes les nations indépendantes se retrouvent, en tout cas présumées indépendantes, donc à ce niveau, nous pouvons encore mettre la France en minorité. Il s'agit pour nous de déshabiller la France. Il s'agit pour nous de montrer aux yeux du monde à quel point la France est un tigre sur papier. C'est de cela qu'il est question. La France même n'a pas 300 avions de combat. Même, au nom de quoi la France peut être gendarme d'Afrique? La France elle-même là, elle n'a même pas, la France même n'a pas, je ne sais pas, 100 artilleries de combat, les canons César là. La France n'en a même pas ça. Mais au nom de quoi la France peut traumatiser l'Afrique tout entière? Si chaque pays africain, même en Afrique de l'Ouest, a disposé 20 éléments, nous serons plus puissants que la France dans une guerre conventionnelle. Donc, il est question de montrer aux yeux du monde, il est question surtout d'envoyer un message fort aux autres pays africains qui tremblent toujours devant la France, qui manquent un peu de courage. Mais il s'agit de montrer à ces pays, de donner le courage à ces pays. Il s'agit de montrer à ces pays qui peuvent tenter l'exemple du Mali sans rien craindre, parce que la France là, c'est du tigre sur le papier. Nous l'avons expulsé sans rien. Nous avons expulsé son ambassadeur, rien ne s'est passé. Et la France ne peut rien. Monsieur Fabrice, je vous rassure, tout ce que vous voyez dans la France là, c'est de la guerre médiatique, c'est de la propagande. C'est pourquoi je dis quand le Mali envoie un aéronef français, qu'est-ce que la France peut faire? Rien. Si la France tente de preuves de représailles contre le Mali, sachez que toutes les bases de la France dans la sous-région seront frappées. C'est très clair. Nous sommes préparés et armés. Et sur le plan de vouloir envahir le Mali, sur le plan même terrestre, ça ne va pas passer. Nous sommes tous des volontaires ici, là. Nous sommes tous des soldats, la tête. Donc ça ne va pas fonctionner. La France a peur de ça. Ce sont des gens qui ne veulent pas mourir, ils aiment la vie. Or, nous sommes prêts à tout pour faire respecter la vie de notre pays. Ce n'est pas la même chose. Et ils sont prêts à tout pour rester en vie. S'il dit faux, nous sommes prêts à tout pour faire respecter la vie de notre pays, la souveraineté de notre pays. Micro, Issa Diawara. Je vous dis concrètement, Allez-y, Issa Diawara. Oui, je dis concrètement, je termine, la France ne peut rien. Donc, le Conseil de sécurité, c'est une étape. Le Mali a déjà un plan. Donc, le Conseil de sécurité ne fait que partie de plusieurs étapes, en tout cas, que nous avons ciblées. Merci. On va rentrer certainement au standard pour apprécier les réactions de ces nombreux Africains qui souhaitent dire eux également un mot autour de ce fait d'actualité. Nous allons prendre le tout premier appelant. Bonsoir. Au téléphone, bonsoir. Vous êtes en direct, nous vous écoutons. Bienvenue. Allô. Nous vous recevons. Bienvenue à l'antenne. Allô? Nous vous écoutons, monsieur. Bienvenue. Allô, technicien? Vous êtes en direct. Nous vous écoutons. Votre contribution. Oh. Brice, je m'excuse parce que la connexion n'est pas tellement sûre. Et Fabrice, c'est Jean depuis JSA. Et nous vous saluons avec référence. Courage à vous et à vos invités, Nestor et Isaac Kofi. Merci. Concernant le problème du Mali à l'ONU,
que ceux qui voient et analysent ne fassent pas d'erreur. C'est un problème très sérieux et le Mali a des preuves palpables. Nous ne sommes pas à l'amusement ici et nous analysons, mais nous ne sommes pas auprès de la marmite. L'ange du Mali, de la Russie, a permis aux Maliens d'avoir toutes les informations possibles, avec précision, que l'ONU ne peut jamais rejeter. Néanmoins, comme nous parlons de la guerre, ceux en face sont des sauvages, ce n'est pas des humains, parce que ils font tout pour tout. Ils n'ont pas de raison. C'est pourquoi vous allez voir depuis longtemps, il ne faut que détruire l'Afrique sans raison. Ils n'ont pas peur. Alors, ils sont eux-mêmes leur propre Dieu. Ils ne savent pas qu'il y a un suprême. Il peut changer tout. Ils pensent qu'ils ont leur plan élaboré pour changer le monde, pour soumettre encore plus davantage le monde. Vous avez vu le cas de Covid. Pour soumettre encore le monde à leur dictat. Est toujours d'actualité. Non. Ils sont surpris de voir l'avancée des choses aujourd'hui. Alors, nous devons encourager les Maliens à avancer au large. On a besoin de courageux Africains actuellement. Vous voyez, Fabrice, ce qui se passe, ce n'est pas une volonté humaine. Ça, il faut le savoir. Et nous ne disons pas comme eux, ils le disent, leur Dieu n'est pas notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu humain. Leur Dieu est inhumain. Pourquoi ils agissent comme ça jusqu'aujourd'hui, sans vergogne, sans gêne? Leur conscience ne leur gêne même pas, même si ça gêne là, non. Ils pensent pourquoi la France continue de forcer. Sinon, comment tu peux quitter le Mali et aller se réfugier au Niger? En honte. Ce n'est pas sérieux. Ça veut dire qu'ils ne sont pas tellement, ils ne sont pas sérieux, c'est des barbares. Ils ne savent pas où aller que de rester en Afrique pour tuer les Africains. La France ne peut pas partir de l'Afrique parce que ces chiens, ces pignons, ces sauvages qu'elle a envoyés en Afrique, c'est pour sauvager, c'est pour détruire l'Afrique. Pourquoi, en fait, de quoi ils ne peuvent pas se retourner dans leur pays? Ils se promènent, c'est des prostituées. C'est pourquoi il faut de n'importe quoi avec les Africains. Donc, n'ayons pas peur. Cette lutte, observons en silence et prions le vrai Dieu, la vérité d'amour, de justice. L'Afrique a besoin de justice à l'heure où nous parlons. Que le peuple français sache que l'Afrique a besoin de justice. C'est de l'heure de la justice. Ils n'ont qu'à ramener leur chien à Paris. Et les pays qui les soutiennent. Sinon, ils se verront dans le feu. Nous sommes en guerre. Merci. Merci à vous, monsieur Jean. On reste au téléphone pour prendre cet autre appelant qui nous a rejoint. Bonsoir, bienvenue. Votre contribution. Bonsoir. Allô? Alors, nous revenons donc en attendant Clément d'avoir d'autres appelants autour de ce fait d'actualité. Nestor Podacé, je vous retrouve. Et on a suivi tout à l'heure le général Issa Diarra avant de prendre la direction du téléphone qui revenait pour nous permettre d'apprécier la démarche qui est prise aujourd'hui par les autorités de Bamako à défaut d'obtenir gain de cause devant le Conseil de sécurité des Nations Unies qui, nous le savons tous, est un conseil qui est en otage. La parole est à Nestor Podacé. La démarche de Bamako vise, si on s'en tient au propos de Issa Diarra, à déconstruire le mythe d'aide et de partenariat qui a été longtemps annoncé et présenté par la France aux États africains. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui est fait du côté de Bamako et quand on a ces griefs qui sont retenus contre la France, il est plus que clair, il est plus que précis que, on va dire, la filouterie, le mensonge de la France est plus que jamais exposé. Votre micro, Nestor Podacé. Ok, il n'y a pas de problème. Je disais que le mensonge de la France est fini. Le mensonge de la France, c'est fini. Le mythe est tombé.
de l'année passée même. Il faut dire le mythe est tombé depuis l'année passée. Hein. La France est ensuite libre. La France est ensuite libre actuellement parce que depuis l'année passée, nous l'avons chassé, nous l'avons bloqué au Burkina Faso ici. Et pendant le blocage, nous avons dénoncé, nous avons mis à nu les manigances que la France fait. Parce que la France dit qu'elle est là pour nous aider à combattre les terroristes, alors que c'est faux, c'est pour nous détruire. Et nous avons des frères qui sont dans l'armée. La France vient pour faire des opérations militaires avec l'armée burkinabé, l'armée malienne, l'armée nigérienne. Quand ils sont sur le terrain, voici les terroristes, vous les voyez armés, la France dit de ne pas les toucher. Voilà, donc les preuves sont accablantes. La France sert de couverture de logistique aux terroristes. Ils attaquent nos FDS. Et la France ferme, la France fait couverture. Tout ça, les preuves sont là. Les militaires burkinabés peuvent témoigner, les militaires maliens peuvent témoigner, les militaires nigériens peuvent témoigner que c'est la France qui nous attaque, c'est la France qui nous tue. Donc, c'est des choses qui ne sont pas à cacher, c'est des choses vraies. C'est pour cela que je veux que les gens comprennent que cette mythe est tombée et que moi, aujourd'hui, c'est pas pour commenter le sujet, mais je m'adresse plutôt à nos frères incrédules, à nos frères aliénés, à nos frères intellectuels qui jusqu'à là pensent que c'est l'Afrique le problème, c'est entre nous Africains le problème. Non. Même dans une famille là, il y a des mésententes. Mais c'est pas pour autant que la famille va s'exploser. Donc notre mésentente entre nous Africains là, ça ne peut pas nous conduire à vivre cette situation infernale, incontrôlable sur le plan sécuritaire. Jamais. Depuis que nous on était au village, on a vu des crises communautaires, mais ça n'a jamais été aussi explosif jusqu'à ce point. Donc c'est pour dire que le problème de l'Afrique, c'est la France. Parce que surtout au Burkina Faso, avec l'arrivée de Paul-Henri Sandaogo, il y a des nouveaux centres et des nouveaux activistes, et même des nouveaux soi-disant autorités locales qu'on a mis en place. Quand ils te rencontrent, oui, vous attaquez la France n'y est pour rien, le problème du Burkina Faso, c'est entre nous Burkinabés, tout ça c'est du pipeau. C'est ça, moi j'ai dit à quelqu'un au Burkina ici. J'ai dit, mais si tu dis que le problème c'est entre nous, moi je dis que c'est la France. C'est simple. Vous en tant qu'autorité là, mais allez-y, signer un décret, la France n'a qu'à plier ses bagages. Les bases de Cambouéfiens au nord de Ouagadougou là, ils n'ont qu'à plier, c'est rentrer en France avec. Maintenant, si notre terroriste va finir, on va savoir. Si ça ne va pas finir aussi, en ce moment, si tu dis que c'est nous le problème, moi je peux être d'accord. Mais du moment que la base militaire française, les forces spéciales françaises, sont à Cambouéfiens, à Ouagadougou ici, moi, il n'y a pas soi-disant ce président ou ministre ou soi-disant autorité administrative au Burkina Faso, moi, Nestor, qui peut me convaincre que le problème burkinabé, c'est entre nous Burkinabé, la France n'a rien à voir dedans. Je dis c'est faux, du président jusqu'aux plus bas autorités. C'est faux. Si vous voulez qu'on nous parlons même langage, il faut renvoyer l'armée française de la terre du Burkina Faso. Sinon, il n'y a aucune autorité au Burkina Faso, qu'elle soit religieuse, coutumier, ou politique, ou militaire, qui peut, moi, me convaincre que la France n'est pas notre problème. Il n'y en a pas. Donc, c'est la même chose pour le Mali, c'est la même chose pour le Niger, c'est la même chose pour tous les autres pays. Demain, nous avons une sortie à Bobo ici pour dire à l'ambassadeur de France de partir, pour demander encore la fin des accords militaires. Donc, demain à 14h, après la prière du vendredi, on se retrouve. Donc, c'est pour dire que ça, là, la France, le Mali vient de confirmer ce que nous, on a l'habitude de dire ici. Maintenant, les Africains incrédules et les intellectuels et les aliénés qui ne croyaient pas à nos dires là, voici les preuves maintenant que la France est l'ennemi déclaré et juré de l'Afrique depuis belle lurette et qu'elle doit déguerpir. Donc demain, rendez-vous, sortez beaucoup. La France doit dégager. C'est maintenant ou à jamais. Merci. C'est nous qui vous remercions. Alors, Isaac Kofi, pardon, je vous donne la parole puisque le sujet est d'un enjeu assez élevé, tant pour la France, du moins pour la France, vu qu'elle tente clairement de se reconstituer dans plusieurs pays. D'aucuns parlent de réorganisation. On va plutôt utiliser cette expression réorganisation, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Niger, mais dans d'autres pays, notamment le Togo et le Bénin. Aujourd'hui, si l'on arrive
à présenter la face hideuse de cette coopération, dit-on, militaire entre la France d'une part et le continent africain d'autre part, il va sans dire qu'il n'y aura plus une quelconque garantie pour des États, des chefs d'État africains de tenter une coopération militaire avec la France. Et dans ce chemin-là, la France ne doit surtout pas, doit tout faire pour éviter que la plainte menée par le Mali du côté du Conseil de sécurité des Nations Unies ne puisse prospérer, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. C'est le scénario auquel on s'attend, mais il y a un élément que peut-être on a passé sous silence ici. Lorsque le Mali dénonce la France au Conseil de sécurité, vous voyez que ce n'est pas la France, c'est pas la voix officielle, à l'exception du commandant de Barkhane qui répond, mais c'est l'Allemagne qui répond. La France est sortie du Mali, mais l'Allemagne est présente sur le terrain et ils sont membres de la MINUSMA et aujourd'hui le ministre ou le ministère des Affaires étrangères allemand a produit un communiqué parlant de que ces bases abandonnées par les Français ont été occupées par les Russes. Donc vous voyez que c'est en fait l'Union européenne qui est engagée dans ce conflit. C'est le même conflit de l'Ukraine qui se reporte là-bas du côté du Mali. Donc, c'est l'Allemagne qui va jouer, je peux dire, les avocats de la France en territoire malien. C'est l'Allemagne qui reprend le relais de la France sur le territoire malien. Donc, déjà, si, comme vous-même vous l'avez dit, si la France est mise à nu, les autres pays peuvent s'en méfier. Mais est-ce qu'ils auront le choix d'accepter de collaborer ou de refuser, dans ce cas-là, aller du côté de la Russie? Je crois que les chefs d'État africains francophones n'ont pas, en tout cas, d'élection. Ils n'ont pas de choix. Ça a toujours été comme ça depuis 1958, depuis la communauté, le référendum du général de Gaulle. Que va-t-il se passer? Le président béninois, le président togolais, ou même le président burkinabé ou du Niger, ils doivent collaborer avec la France. Ils sont obligés. Actuellement, où nous parlons, ce sont les peuples qui ont le dernier mot. Si les peuples de ces pays que j'ai cités tout à l'heure décident de mettre fin à cette collaboration que je peux qualifier de nuisible, de néfaste pour eux, parce qu'en réalité, on a l'impression que le pompier est en fait le vrai pyromane. C'est lui qui met le feu et après vient pour éteindre ce feu. Donc, il se présente en sauveur, en protecteur. Et bon, comme l'a dit le frère, bon, on a l'armement si des terroristes vous emmènent, s'il y a des pays qui veulent, par exemple, exploiter abusivement vos ressources, parlant de la Chine, nous serons là, nous sommes là pour vous protéger. Nous garantissons votre monnaie. Nous allons tout faire pour votre bonheur. Mais en réalité, ça fait plus de 60 ans que cela dure et l'Afrique n'a pas décollé. C'est ça le constat. Donc, il faut changer, en tout cas, de paradigme. Il faut voir autre chose. Ça ne veut pas forcément dire aller vers d'autres puissances. On ne peut pas quitter de coloniser pour aller encore à être colonisé, mais d'un partenariat gagnant-gagnant, win-win, 50-50. Voilà, on peut commencer par là. Donc, les autres pays africains, ils n'auront pas le choix, mais ce sont les peuples qui auront le dernier mot. Si ces peuples décident, je peux dire, bon, soit de chasser ces leaders ou même de les obliger à signer des accords qui arrangent leur pays, je pense que les présidents n'auront pas le choix. Déjà, ce sont des présidents très, très impopulaires. On l'a vu au Sénégal avec M. Macky Sall qui a dû acheter un député de l'opposition pour garder la majorité. Donc, c'est le schéma qui est là. Mais le plus important aujourd'hui pour le Mali, ils se sont certes débarrassés de la France, mais ils doivent savoir que la France, ce n'est pas que la France. La France, c'est l'Union européenne. Qui dit l'Union européenne dit l'OTAN. Donc, l'Allemagne a pris le relais. En France, c'est le couple en Europe, pardon, le couple franco-allemand qui dirige l'Europe. Donc, l'Allemagne et la France sort, mais l'Allemagne reprend le flambeau. On va avoir plus de déclarations venant de l'Allemagne. Et eux, ils sont sous couverture de l'ONU, ce qui est différent du cas de la France. Est-ce que le Mali peut décider de renvoyer le contingent allemand qui est basé là-bas et dans le nord du pays? C'est la question. Donc, les jours à venir vont nous éclaircir un peu plus sur tous ces aspects. Puisque nous évoquons ces violations répétées de l'espace aérien malien, est-ce que aujourd'hui on a la preuve palpable que
les nombreuses actions menées par les groupes rebelles étaient l'œuvre, on va dire, de ces informations fournies par ces aéronefs français à l'endroit de ces groupes rebelles pour leur permettre de pouvoir commettre ces nombreux forfaits. Peut-être avant de vous permettre de réagir sur cette question, on va apprécier la réaction d'un téléspectateur qui nous a rejoint par téléphone. Bonsoir, bienvenue. Votre contribution. Monsieur Joya, me fait-on savoir. Bienvenue. Monsieur Joya, nous vous écoutons. Bienvenue à l'antenne. Bonsoir Afrique Média. Bonsoir aux téléspectateurs d'Afrique Média. Bonsoir à vous, monsieur le journaliste. Vous faites un énorme travail pour le continent et pour le monde. Alors, pour la plainte dont le Mali porte au Conseil de sécurité contre la France, ça fait 10 ans que je suis Afrique Média. Ça fait 10 ans que les Africains haussent le ton contre la France, que la France est l'État terroriste. La France sponsorise le terrorisme au Sahel. Aujourd'hui, si le Mali porte cela au Conseil de sécurité, ce n'est que évident pour le continent. Que le Mali montre la laideur de la face française aux yeux du monde. Que la France est parrain, sponsorise, soutient, arme, finance, renseigne les terroristes au Sahel. Vraiment, j'encourage ce que le Mali fait. Le Mali, c'est une fierté pour le continent. Le Mali, nous qui sommes à l'étranger, nous qui vivons en Occident, nous sommes contents de ce que le Mali fait. Nous rêvons aujourd'hui de rentrer en Afrique, combattre pour l'Afrique, à cause du patriotisme malien. Les Maliens sont fermes à l'égard de la France. Et je pense que cela doit être quelque chose à suivre pour d'autres pays, d'être ferme envers la France. La France ne fera rien. L'inquiétude que si on abat l'avion français dans le territoire malien, mais c'est le territoire malien. Qu'est-ce qu'il y aura? Il n'y aura pas de casus belli. La France ne va pas rentrer en guerre contre le Mali parce qu'on a abattu son avion sur un territoire étranger. C'est rien. Il ne faut pas avoir peur de la France. La France n'est rien. On a démontré que la France est un État avec la propagande, le soft power, qui entre dans la tête africaine comme c'est un grand pays, c'est un petit pays. Nous avons démontré ça depuis 10 ans avec Afrique Média, que c'est un petit pays. Il ne vaut rien. Et ils ont besoin de nous pour vivre. Et cela, je m'arrête ici pour remercier Afrique Média, pour remercier toutes les panélistes de tout ce que vous faites. En l'occurrence, le président Babakani, bon, je le salue, qui n'est pas sur le plateau, mais je le salue. Bonsoir à vous tous. D'être passé par ici, on va rester au standard avec cet autre appelant qui nous a rejoint lui aussi. Bonsoir, bienvenue, merci de vous de vous présenter votre contribution autour du sujet. Bienvenue, bonsoir. Allô? Nous l'avons malheureusement perdu. La parole est donc à vous, Issa Diawara. On l'a vu et plusieurs médias hexagonaux l'ont d'ailleurs maintes fois rappelé, alors martelé, que le départ de Barkhane pourrait ouvrir un boulevard aujourd'hui aux groupes terroristes dans votre pays. Mais ce qu'ils ont omis de dire, ou alors ce qu'ils ont faim de rappeler, était que ces groupes terroristes étaient purement et simplement informés par la France qui procédait par ces violations répétées de l'espace aérien du Mali afin de donner donc les différentes oppositions des forces armées maliennes qui, on le sait, sont montées d'un cran avec un équipement militaire assez adéquat qui leur permet de pouvoir intervenir sur le théâtre des opérations aujourd'hui. Il est donc clair, on me fait savoir qu'on n'a pas Issa Diawara, on va donc vous permettre, Isaac Kofi, de pouvoir réagir sur cette question-là. Les faits aujourd'hui sont plus que précis, donc les actions, les nombreuses incursions menées sur le sol malien par les groupes terroristes étaient donc liées aux renseignements que leur fournissait du moins la France pour être un peu plus simple autour de la question. Voilà, bon, on a vu, une chose est sûre, c'est que depuis l'annonce du retrait de Barkhane, et surtout ces dernières semaines ou derniers mois, on a vu que les terroristes aussi sont montés en puissance.
le nombre d'attaques a considérablement augmenté. On a eu par exemple l'attaque de Tessit qui a fait plus de 40 morts au niveau des soldats maliens, les FAMA. On a eu aussi l'attaque du camp de Kati. On a vu, par exemple, des terroristes déguisés en civils qui se fondaient dans la population. Certains qui étaient des mendiants, d'autres qui étaient, je crois, tout simplement des fous, qui se cachaient à des endroits même tels que dans des puits, ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire quoi? La question qu'on peut se poser là, c'est comment se fait-il que, au moment où le Mali monte en puissance, c'est-à-dire l'armée achète plus d'équipements militaires, il se redéploie dans les zones que la France abandonne, c'est à ce moment-là que les terroristes, depuis, on peut dire, 10 ans, opéraient uniquement dans le nord du pays, maintenant, viennent sur Bamako et ils attaquent des zones très précises, telles que le camp de Kati, ils attaquent des bases aériennes, ils attaquent des populations ou des camps, par exemple, de l'armée, tels que Tessit. Donc, on peut se poser la question, d'où tiennent-ils les informations pour mener ces attaques? Je ne peux pas affirmer de façon tangente que, bon, ils bénéficieraient de l'information ou d'informations venant de l'armée française qu'elle aurait collectées à travers des moyens aériens. Non. Mais toujours est-il, le gouvernement malien dit, nous avons des preuves, c'est très très important l'expression, nous avons des preuves et informer toutes les chancelleries dans tous les pays, s'il y a des personnes, s'il y a des autorités qui veulent plus d'éclaircissement, nous sommes prêts à leur donner. Donc on attend ces informations. Je crois qu'on va pas peut-être aller vite en besogne, mais on sait qu'il y a quand même des aéronefs français et que le Mali déjà, c'est pas la première fois, avait déjà signalé que des avions français ont violé son espace aérien. Donc, on a ce cas. Et puis, on a le fait que les terroristes ont des attaques qui sont plus meurtrières, et surtout en zone, on peut dire zone verte, parce que la zone de Sévaré jusqu'à Bamako et plus au sud du pays, à Sikasso, ce sont des zones qui n'ont pas connu d'attaques terroristes, en tout cas durant les 10 années où la France était là. Donc, pourquoi subitement il y a cette montée en puissance des attaques? L'armement aussi utilisé, le frère a parlé de drones, ils ont par exemple des équipements contre les chars, même les chars de l'armée. Donc il y a des questions qu'on se pose. Donc est-ce pour démontrer que sans la France, le Mali ne peut pas se protéger? Je crois que c'est peut-être c'est une question. Bon, c'est peut-être la réponse à ma première interrogation, mais il y a un autre fait. C'est que depuis quelques jours, on remarque dans les médias français une campagne qu'on peut dire de désinformation, une campagne pour salir l'armée malienne, mais aussi salir les groupes qui sont là pour les aider, c'est-à-dire les coopérants russes. J'ai vu, par exemple, un capitaine français dire que ce sont des soldats mal entraînés, mal équipés, qui n'ont pas de nourriture, qui demandent de la nourriture aux Maliens, ainsi de suite. Bon, pendant qu'au même instant, on dit que ce sont des gens qui sont payés comme des trafiquants de drogue sur la bête, c'est-à-dire qu'ils ont des mines d'or. Comment est-ce qu'on peut avoir une mine d'or qu'on est en train d'exploiter et puis on n'a pas de quoi manger, on est obligé d'aller commander de la nourriture auprès des populations, sachant que ces populations peuvent être des terroristes. Donc, il y a tellement de désinformations qui viennent ces jours-ci de la part de la France. On a comme l'impression que la France a un intérêt à ce que ce pays se désintègre, parce que sinon, je crois que vous êtes partis, vous partez, c'est terminé, on ne va pas au Niger pour dénigrer le gouvernement malien qui fait son effort pour sécuriser son pays. En France, il y a des problèmes aussi. Il y a des problèmes. Lorsque les militaires français vont en opération avec les Américains, souvent, ils sont obligés d'aller chercher de la nourriture avec les soldats américains, par exemple, parce qu'ils n'ont pas assez de nourriture, ils n'ont pas assez aussi d'équipements militaires. On l'a dit, il y a c'est monsieur Zemmour, que la France ne tiendrait qu'un jour, 3 jours, si elle devait être en guerre, parce qu'ils n'ont pas assez, par exemple, d'armement. Donc, vouloir salir l'armée malienne et aussi les soutiens de l'armée malienne, je crois que c'est quelque chose qui démontre que on n'a pas envie que ces personnes réussissent. Donc, on est quand même surpris de l'intérêt de voir les Français dire, écoutez, il faut que les terroristes prennent, parce que si le gouvernement malien échoue, ce sont les terroristes qui prendront le dessus et c'est toute la région qui sera déstabilisée. Donc, on se dit, ils sont de l'autre côté de la frontière, ils attendent ce scénario pour rentrer en action comme les sauveurs, toujours comme ils nous ont été présentés. Donc, attendons de voir les preuves du gouvernement malien au Conseil de sécurité. Probablement que la réunion va se tenir très, très bientôt, la semaine prochaine même. Avec ces preuves-là,
crois que tous les États africains, c'est eux les premiers concernés, la CEDEAO et les autres doivent prendre quand même une décision ferme concernant même la présence française. Si est-ce que la France aide les terroristes et que le Mali le prouve, ça sera le même cas dans les autres pays. Donc si les États ne prennent pas leurs responsabilités, c'est les populations, telles que les frères qui sont ici, qui pourront faire ce travail. Merci à vous, Isaac. Kofi. Alors, on revient à vous avec cette même interrogation générale d'Issa Diawara. On a annoncé, du moins, on a vu une recrudescence, on va dire, des activités terroristes dans votre pays, une recrudescence annoncée à longueur de journée par les médias hexagonaux au lendemain du départ, ou alors bien après, bien au lendemain de la volonté, du moins, de la démarche du Mali de mettre Barkhane hors de son territoire. Est-ce qu'il y a une corrélation entre cette recrudescence des activités terroristes avec ces violations répétées de l'espace aérien de votre pays, Issa Diawara? Merci beaucoup, M. Fabrice Ndoum. D'abord, cette histoire du terrorisme, à qui ça profite? C'est la première question. Est-ce que le terrorisme profite au Mali, au Sahel, aux États du Sahel, à l'Afrique? La réponse, évidemment, c'est non. Mais est-ce que le terrorisme, ça profite à la France? La réponse est oui. Est-ce que le terrorisme, ça profite à l'Occident? La réponse est oui. Parce que qui a besoin d'une présence militaire en Afrique ici? C'est bien sûr la France. Qui a besoin, en tout cas, que le Sahel reste stable pour négocier des trucs à bas prix, des produits à bas prix, les marchés à bas prix? C'est encore la France. Qui a besoin que le Sahel soit une zone rouge et qu'elle reste le seul partenaire qui puisse détenir la monnaie des Africains, qui puisse exploiter les ressources des Africains, qui puisse tout faire? C'est bien sûr la France encore. Donc, l'instabilité profite à la France. C'est vraiment moi d'apporter un élément de précision par rapport à tout ce que j'ai entendu. Quand certains disent, par exemple, pour le cas du Burkina, que c'est une histoire entre Burkinabé et autres, nous avons passé par là au Mali. Vous savez, la France travaille pour que les Africains soient dans une confusion. La France travaille à mettre la confusion entre nous-mêmes, que nous ne soyons pas en mesure de dire qui est l'ennemi. Vous savez, quand nous avons commencé à demander le départ de la France, le président du Mali de l'époque, Ibeka, nous avait traité de terroristes. Vous comprenez ce que ça veut dire? Le fait de demander le départ de la France. Donc rien ne va vous surprendre venant de la part des valets de la France. Ce n'est pas les gaz, la lacrymogène et autres, ça ne va pas vous surprendre. Ensuite, simplement il faudrait rappeler à ces gens que la France est la seule puissance européenne qui a déjà plus de 40 interventions militaires en Afrique, de 1960 à nos jours. Tandis que la Grande-Bretagne, par exemple, n'a qu'une seule intervention à Sierra Leone. Ça se comprend un peu? Ok. Ensuite, je reviens, je parle d'intervention militaire. L'Allemagne, le rôle de l'Allemagne, en réalité, l'Allemagne et la France ne font qu'une seule équipe. Quand on dit l'Union européenne, là, ok, c'est en faveur de qui et c'est contre qui? Ils ne sont pas comme l'Union, en tout cas, que nous avons voulu mettre en place une Union africaine pour les Africains et contre personne dans le monde. Ils ne sont pas comme ça et ce ne sont pas les enfants de guerre. L'Union européenne, c'est pour exploiter l'Afrique. Ce n'est pas gratuit que l'Union européenne subventionne l'Union africaine. Ce n'est pas gratuit que l'Union européenne a envoyé ses armes, ses forces spéciales au Mali. L'Union européenne, la France n'est qu'au travail de l'Union européenne et de par l'Union européenne qui parle de l'Allemagne, parle de l'Amérique, bien sûr, des États-Unis. Donc l'Allemagne et la France, c'est une seule équipe. Si nous pensons, on dit chez nous ici, là, les jumeaux là, appartiennent à la même maman. Là. Donc c'est la même chose ici. Allemagne, France, ce sont tous des États palais des États-Unis. Ça c'est très clair. Donc l'Allemagne et la France ne vont que défendre les intérêts de l'Union européenne. L'Allemagne et la France ne vont que défendre la monnaie euro contre, bien sûr, les CFA que la France elle-même a créé et est propriétaire. C'est ce qui est très grave chez ces gens-là. Vouloir dissocier l'Allemagne de la France, ou l'Italie, ou l'Espagne de la France, mais c'est commettre une erreur grave. Monsieur Fabrice,
La recrudescence des violences, des attaques, comprenez cela, et ça va continuer tant que le Mali ne va pas opposer une dissuasion claire face à la France. Dénoncer, ça ne suffit pas. Beaucoup de pays du monde ont dénoncé les crimes de ces gens. Ils n'ont jamais cessé. La seule façon, la seule chose que la France, dans sa quête injuste d'intérêt égoïste, que l'Union européenne peut écouter, peut attendre, c'est bien sûr, c'est une dissuasion militaire. Que le Mali montre que je suis en mesure de vous causer des torts. Parce qu'aujourd'hui, comprenez la frustration de la France et de l'Allemagne. Parce que pour l'Allemagne, c'est que l'Allemagne appelle Wagner, qui est en réalité des militaires russes. Ces militaires-là empêchent les terroristes. Aujourd'hui, le Mali est en train de déposer une perte énorme contre les terroristes comme la Russie a fait en Ukraine. Aujourd'hui, les finances européennes sont en difficulté. Non pas parce que l'Europe finance simplement la guerre en Ukraine, mais parce que l'Europe est en train de financer à coût de milliards d'euros la déstabilisation de l'Afrique. Donc l'Europe est en difficulté. L'Europe continue de financer, mais voici un pays qu'on dit pauvre comme le Mali, artificiellement pauvre mais naturellement riche. Un pays artificiellement pauvre comme le Mali, qui est en train de contrer les milliards d'investissements de l'Europe pour déstabiliser une zone de la taille du Sahel. L'argent injecté dans les G5 Sahel pour remettre le Sahel sous les joues français, c'est de l'argent qui est tombé à l'eau. L'argent qu'ils ont injecté dans la MINUSMA, le budget de l'ONU qu'ils ont détourné pour faire fonctionner la MINUSMA ici, ça a échoué, ça n'a pas été le cas de la MONUSCO en Côte d'Ivoire, ni même de la MINUSCA, ni d'autres forces de l'ONU qui se trouvent un peu partout dans le monde. Donc l'Europe ne digère pas cela. Le Mali est en train d'occasionner des milliards de pertes à l'Europe. Les terroristes, chaque terroriste est recruté à combien? On donne à chaque terroriste recrutement 300 000 francs CFA. Je ne sais pas, en euros, là, ça va faire combien? Je ne sais pas, 500 euros, quelque chose comme ça. Je ne connais pas et je ne maîtrise pas bien les chiffres. 300 000 francs CFA, une moto. Et imaginez qu'une seule frappe de l'armée malienne, nous détruisons 100 motos, souvent 200 motos, sont calcinées. Donc l'Europe, ensuite, la dotation des terroristes. Mais ça fait beaucoup. Et sachant des moyens clandestins qui sont utilisés pour ravitailler ces terroristes. Si tous ces moyens sont en train d'être cassés sans résultat, mais ça fait du mal. C'est pourquoi la France veut utiliser un État maintenant, la Côte d'Ivoire. La France avait tenté ça avec Bazoum. Puisqu'il y a un front bouillonnant à l'intérieur du Niger. Bazoum a été tout de suite disqualifié. En tout cas, mis en attente. Il peut venir à renfort. Maintenant, il faut utiliser le président Ouattara pour faire ça le besoin de la France. Là où les sanctions de la CEDEAO ont échoué, là où les terroristes sont en train d'échouer, là où l'histoire des mercenaires ça n'a pas marché, il faut un État maintenant derrière lequel la France va se cacher, parce que la France est liée par la Côte d'Ivoire par un accord de défense. En fait, la Côte d'Ivoire n'a pas une armée en tant que telle. C'est l'armée française qui sécurise la Côte d'Ivoire. En tout cas, le régime Ouattara. C'est de cela qu'il est question. Donc aujourd'hui, il faut instrumentaliser M. Ouattara contre un pays comme le Mali, et de là, la France va se cacher derrière pour outrepasser les mesures, les cadres de son accord de défense avec la France. C'est pourquoi ne soyez pas surpris de voir le ministre de la Défense du Mali, le colonel Sadio Kamara, actuellement en Russie, depuis le départ du dernier soldat français du Mali. C'est de cela qu'il est question. Les attaques vont continuer jusqu'à ce que le Mali étouffe totalement tout moyen de pouvoir attaquer le territoire malien. Malheureusement, les attaques vont continuer contre le Mali, mais est-ce que le Mali n'est pas préparé? Est-ce que le Mali ne s'attend pas à des attaques? Bien sûr que nous attendons à des attaques, bien sûr que nous sommes préparés à contrer ces attaques, bien sûr que les populations collaborent davantage. Je dois vous rappeler un chiffre. Depuis l'attaque de Kati, les services de renseignement du Mali ont déjà capturé plus de 200 terroristes qui avaient infiltré la ville de Bamako et de Kati. Merci. Vous, Général Issa Diawara, on va refermer ce programme et en une minute, Nestor Podassir, on a donc compris ce qu'a dit Issa Diawara, du moins les actions terroristes vont se multiplier. Il faudra côté malien beaucoup de vigilance
mais surtout beaucoup de présence et de collaboration avec les civils pour permettre de mettre en place ce fameux tandem armée-nation pour juguler clairement ce combat-là qui mènera certainement à la libération du peuple malien. Bon, ça, ce que Issa Diawara a dit n'est pas faux, mais ça seulement n'est pas suffisant. Parce que quand vous êtes entouré des amis, des ennemis de taille tels que le Niger, avec toutes les forces de l'OTAN qui se trouvent là-bas, avec le Burkina Faso où il y a une base militaire française et c'est des forces spéciales qui opèrent ici, n'oubliez pas que c'est à partir du nord du Burkina Faso que les attaques terroristes se faisaient, partaient du Burkina pour attaquer le Mali. Et même quand les soldats, les terroristes et les rebelles maliens étaient blessés, c'était les agents de Blaise Compaoré qui partaient les soigner, ils venaient se soigner ici à Ouaga. Donc c'est pour dire que en Côte d'Ivoire aussi, il y a une base française là-bas, à la 43e Bima. Il y en a à Jacquesville, Jacquesville qui est le centre d'entraînement terroriste. Donc, ils sont formés là-bas pour venir attaquer le Sahel. Il y a le Sénégal qui a une base militaire française aussi. Donc, pour moi, cette lutte pour que le Mali gagne, c'est d'impliquer la société civile de toute la sous-région. C'est-à-dire la société civile burkinabé, la société civile nigérienne, la société civile ivoirienne, la société civile sénégalaise. Il faut maintenir la pression à nos gouvernants dit de chasser la France. Si les 4 bases militaires françaises quittent autour du Mali, les Maliens auront la paix. Mais tant que la base française, il y a base française au Sénégal, il y a base française en Côte d'Ivoire, au Burkina et au Niger, le Mali n'est pas en paix. Parce qu'ils peuvent former des bandits à tout moment pour aller attaquer le Mali. Donc, le Mali sera permanemment sous alerte et permanemment sous des menaces terroristes. Et en ce moment, c'est pas bon. Parce que quand la maison du voisin brûle, on prend toutes les précautions pour ne pas que ça arrive chez toi. Mais la meilleure façon pour que ça n'arrive pas chez toi, il faut aider le voisin à éteindre son feu. Donc, la solution aujourd'hui, c'est d'avoir un gouvernement patriote anti-français autour du Mali, dans tous les pays, tels que le Burkina, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Tant que c'est ça, c'est pas réglé, le Mali n'aura pas la paix. Parce qu'on a vu pour Thomas Sankara ici. On ne souhaite pas. Raison pour laquelle l'année passée, quand un convoi de l'armée française passait ici pour aller à Gao, au Mali, nous l'avons bloqué. Voilà, c'est vrai, ça nous a coûté de l'argent, ça nous a coûté des vies humaines même, parce qu'on a perdu 3 camarades au Niger. À Kaya, on a 5 de nos camarades blessés. Il faut que ce soit une lutte coordonnée. Que les Maliens ne pensent pas qu'à eux seuls, il faut renfermer la lutte au Mali seulement. Non. La société civile malienne doit prendre contact avec la société civile du Burkina Faso pour que ce soit une lutte coordonnée. La société civile du Mali doit prendre attache avec la société civile du Niger, doit prendre attache avec la société civile du Sénégal, la société civile de la Côte d'Ivoire. Nous devons mener une synergie d'action. Et prochainement, on peut mener une action commune. La société civile malienne, burkinabé, nigérien, ivoirien, sénégalais, on sort les mêmes jours pour manifester contre la France. Merci à vous, Nestor Podassi. On vous a très bien suivi. On va conclure avec vous, Monsieur Isaac Kofi. Il faudra donc une action coordonnée de toute la société civile de la sous-région, a dit Nestor Podassi, pour prêter main forte à ce combat de libération du Mali, qui est aussi par ricochet celui de la libération du Sahel. Votre mot de fin autour de ce fait d'actualité, Monsieur Isaac Kofi? Voilà, ok. Qu'est-ce que je vais dire pour conclure? Aujourd'hui, il y a aussi un autre problème qu'on n'en parle pas assez, c'est comment est-ce que les terroristes obtiennent leurs équipements, de même que, voilà, comment est-ce qu'ils sont financés? Parce qu'on est quand même surpris de voir autant de motos, autant, par exemple, de Kalachnikov qui arrivent à des terroristes qui sont supposés être dans un pays qui est enclavé, qui n'a pas accès à la mer. Soit les frontières sont poreuses, soit ce sont des acteurs qui étaient là, tels que la France, ou même des contingents de la MINUSMA qui leur donnaient cet équipement-là. Donc le Mali, bien sûr, ce que le frère a dit, c'est tout à fait juste. Tant qu'il y aura des bases militaires autour du Mali, ça va être difficile pour ce pays de connaître la stabilité. Il y aura toujours des incursions armées, mais le Mali doit, à l'instant, à l'heure où nous parlons, à part bien sûr dénoncer la France pour que tout le monde sache ce qui se passe sur le terrain, elle doit essayer de couper les routes d'approvisionnement des terroristes.
Parce que si les équipements viennent par le Sénégal ou par la Côte d'Ivoire, qui sont deux pays côtiers, ils doivent aujourd'hui avoir plus de soldats à ces frontières. Il ne faut pas mettre devant l'amitié africano ou l'amitié africaine tout court pour dire, bon, c'est nos frères, si on met des soldats, ils auront peur, ils vont penser qu'on veut les attaquer. Non, le Mali doit couper, essayer de contrôler plus ces frontières-là, qui sont deux pays, qu'on le veuille ou pas, la France y est présente, donc elle est hostile. Le Niger, c'est autre chose, il peut y avoir des incursions armées, mais ça va être plus de faible intensité. Mais là où se trouve le problème, c'est où rentre l'armement militaire. Où est-ce que les terroristes trouvent ces motos, les kalachnikovs, les bombes, et là, on nous parle aussi de drones. Donc, le Mali est sur la bonne voie, et comme le frère l'a dit, tout le monde doit se mettre ensemble, parce que là, il s'agit de la souveraineté. Nous luttons pour l'indépendance, et je pense que tout le monde a compris, ce n'est pas une junte militaire, comme ils aiment dire, parce qu'il y a aussi les expressions, on ne parle pas de junte militaire au Tchad, mais on parle de junte militaire au Mali. Donc, je demande à tous les Africains d'aller unis, comme le frère du Mali, le frère du Burkina l'a dit, pour qu'ensemble, nous pouvons mettre fin à cela, avoir la stabilité et le développement économique qui sera bénéfique à tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir reçu sur ce plateau. Merci beaucoup, monsieur. Ces précisions, Nestor Podacé. Merci également à Issa Diawara, le général qui a été dans le temps de cette édition d'Appel sur le continent qui se refait. On n'a pas la prétention d'avoir tout dit autour de ce fait d'actualité. On y reviendra très certainement avec cette fois-là de nouvelles précisions autour de la démarche donc du Mali qui voudrait clairement la mettre au banc des accusés, la responsabilité de la France dans ce Sahel. Merci à vous de nous avoir suivis. Juste après moi, le grand journal, un exercice de Christelle Wandi qui est déjà en studio avec ses invités. Très bonne suite de programme sur Afrique Média Télévision.